Bonjour Sébastien. Bonjour. Les musiciens, on leur pose toujours la question s'ils sont plutôt Beatles ou Stones. Donc les dessinateurs, c'est toujours t'es plutôt Tintin ou Astérix. Donc je voudrais savoir, c'était quoi tes lectures quand tu étais enfant puis adolescent? Et j'ai lu que tu avais commencé à fabriquer tes propres fanzines très jeune. Alors, moi j'étais plutôt Spirou, le journal de Spirou. Et voilà, et c'est comme ça, notamment, que j'ai pu découvrir toute la bande dessinée underground grâce à Spirou, le journal de Spirou, parce qu'il y avait des chroniques. Et c'est comme ça que j'ai découvert notamment Robert Crumb. À la fin du collège, début lycée, en 2 ans, je pense que je suis passé du journal de Spirou à Robert Crumb, Henriette Valium, enfin des choses extrêmement adultes, très underground, qui ont un peu bouleversé ma façon de voir la bande dessinée. Et puis tu parlais de rock, je sais plus en quelle année c'était, mais c'était au festival rock de Fontenay-le-Comte, en Vendée. Et je rencontre Olivier Josso et Laure Delpino qui faisaient leur fanzine qui s'appelait Bruno le Zarzi. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et en fait, le lendemain, au lycée, je dis à deux potes, bon, on va faire un fanzine. Donc on a créé notre asso. On a appelé les Tops de l'espace. On a dû assumer ce nom pendant des années, on doit l'assumer encore. Et on a fait notre premier fanzine qui s'appelait Minster. Donc il date de mars 1993. Il coûtait 5 francs. Donc c'était tout à fait amateur. Ça n'a pas grand intérêt, sauf pour moi. Parce que ça a été le déclencheur de tout. C'était des photocopies toutes simples. Oui, on savait même pas comment faire vraiment. On ne connaissait pas le massicot, par exemple, donc il est pas du tout. Enfin, les bords sont blancs. Enfin bref, c'est pas bien fabriqué, mais voilà. Je vois qu'il y a les textes tapés à la machine aussi. Exactement, taper à la machine et coller, voilà, découper. C'est comme ça qu'on faisait les fanzines. Super. Avec ses ciseaux, ça colle U. Et donc ensuite, tu as rencontré Tofépi et Fab. Oui, Et donc là, vous êtes lancé dans un fanzine un peu plus ambitieux. Ouais, alors Fab et Tofépi, en fait, c'est des amis de lycée. Donc c'est avec eux que j'ai fait ma frère. Et puis arrivé à la fac à Rennes, on s'est dit qu'on ferait quelque chose quand même d'un peu mieux. Donc on a fait le journal de Judith et Marinette. Et donc voilà, on a commencé à soigner la présentation. Il n'y avait toujours pas d'ordinateur, donc tout est maquetté à la main. Voilà, on réduisait nos pages, on les photocopiait avant pour que ça corresponde au format. Enfin bref, c'était tout un... C'est de la rhizo, l'armature? Non, c'est de la photocopie. Non, c'est de la photocopie de teneur. Un passage de teneur rouge et un passage... C'est le... Et non, c'est pas de la rhizo, c'est de la poudre, comme de la photocope. Moi, j'ai les derniers numéros, là. Il y en a eu 17, c'est ça? Oui, 17, ouais. Ça, c'est En bien. fait, non, il y a eu le journal d'Jt Marinette jusqu'au numéro 9. Ah oui. Et ensuite, on a fait le nouveau journal d'Jt Marinette, et là, il y a eu 17 numéros. Ah oui. Et il y avait aussi à Rennes, à ce moment-là, le CIMO. Et oui, voilà, il y avait le CIMO, il y avait aussi Scotch et Pénicilline de Tony Papin. Il y avait La Chose, qui naissait en même temps que nous, en fait. Il y avait beaucoup de... Une scène assez active. Une scène très active, ouais. Et c'est comme ça l'idée de vous fédérer pour faire un fanzine hebdomadaire tous ensemble. Voilà, en fait, c'est autour de la librairie Alphagraphe, qui était une librairie indépendante, tenue par Jérôme, et qui nous chambrait beaucoup parce qu'on ne sortait pas beaucoup de livres. Et donc, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un hebdomadaire à son nom. Et on a fait un fanzine qui s'appelait Chez Jérôme Comics. On a fait... Je crois, mais je suis pas sûr, 99 numéros. C'était un retour au fanzine le plus cheap possible, c'est-à-dire un 4 plié en deux qu'on sortait un peu à l'arrache, sans avoir forcément d'identité graphique définie. Voilà.
Alphagraph, c'était une librairie à Rennes qui était une mine d'or en termes de micro-publications. Des choses qu'on trouvait un peu nulle part ailleurs, des gravzines, des fanzines. Et il y a un personnage, d'ailleurs, Nilso créé son personnage, Jérôme d'Alphagraph, personnage de libraire. Voilà, en fait, il s'est inspiré de Jérôme pour créer ce personnage. Et toi, tu as commencé une série aussi, un livre qui a été réédité dernièrement à l'association qui s'appelle Le Chien de la Voisine. Ouais, en fait, c'était pas du tout prévu pour être un livre, c'était pas du tout prévu pour être une grande histoire. J'ai juste fait quelques pages pour un numéro et puis la semaine d'après, je me suis dit peut-être que je vais continuer. Et puis en fait, au fur et à mesure, je proposais des pages et il y a un moment où je me suis dit tiens, ça ressemble à un livre. Et ça a été une expérience assez intéressante pour moi parce que j'ai compris que je pouvais ne pas publier les pages dans l'ordre. Ce qui fait qu'en fait, j'ai joué un peu comme un monteur de cinéma, quoi, en me disant ah bah tiens, cet épisode-là, je vais plutôt le mettre avant, celui-ci plutôt après. Et ça a construit une histoire que j'avais pas prévue en fait. Voilà. Et qui a été publié par les Taupes de l'Espace en 2002. C'est ça. Et puis il y a eu un deuxième tome, Le Retour du Chien de la Voisine. Qui était une façon de détruire cette histoire. Donc moi je l'ai relu et avec beaucoup de plaisir. C'est une comédie noire, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Donc ça se passe dans une banlieue pavillonnaire. C'est ça. Il y a un chien qui sème un peu la terreur, enfin il y a des enfants qui rentrent en pleurs et donc il y a une voisine, une jeune femme un peu énigmatique et elle a ce chien qui n'a pas l'air bien méchant. Mais on ne sait pas non plus si ce sont les enfants qui affabulent en fait. Je crois me souvenir qu'on est tout le temps dans le doute en fait, à pas savoir qui a raison, qui est ce chien véritablement. Mais il y a des passages qui sont vraiment. Ça là, c'est un cartoon quoi. On peut pas penser que ce chien il est méchant quoi. Enfin, il est devant la télé avec sa télécommande, il regarde la télé. Oui, mais il regarde un film noir quoi. Ouais, quand même. Ouais. C'est vrai. Des fois, en fait, il se comporte comme un chien et des fois, il parle. Ouais, donc, on ne sait pas forcément si c'est vraiment un personnage, une forme d'anthropomorphisme, ou bien c'est vraiment un simple chien. Ça parle aussi du désir que peut avoir le voisin. Oui, parce que le voisin, il doit aller porter plainte auprès de la voisine et en fait il tombe sur son charme. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Il y a eu un autre récit avec un chien dangereux, là, Oui. là on annonce vraiment la couleur. C'est un feuilleton qui avait commencé aussi, il y a eu 3 comics publiés au Top de l'Espace, et tu as repris dans Des Confettis dernièrement. Ouais, parce qu'en fait, je compte quand même finir ce feuilleton un jour, qui s'étire sur les années. Chaque fois, c'est par un coup, quoi. Et je compte faire, je vous l'annonce, je compte faire 7 épisodes. Donc il en reste peut-être 3. Pas dans 20 ans quand même. Bah, si ça se trouve. En fait, peut-être qu'il y a une appréhension à finir le truc, parce que ça voudrait dire que ça y est, c'est la fin. Voilà. Et que pour moi aussi, c'est ma propre fin, en fait. Si ça se trouve, c'est ça inconsciemment. C'est un feuilleton assez résumable. Il y a plein de personnages, plein de rebondissements. Je me suis rendu compte qu'en fait, en le faisant, je me demandais si j'étais pas influencé par Adèle Blanc-Sec de Tardy, dans le sens où Tardy continue ce feuilleton et ça devient vraiment j'allais dire du n'importe quoi. C'est un feuilleton qui est très très difficile à suivre. Là, les derniers, c'est impossible à comprendre si on n'a pas suivi avant. Et je me demande s'il n'y a pas une influence Il y a directe. un côté feuilletoniste, quand même, c'est sûr. Oui, mais avec une charge d'intrigue qui fait qu'on ne comprend plus grand-chose en fait. Oui, ça s'accumule. Et pour ceux qui voudraient découvrir un petit peu tes débuts, justement, il y a eu une compilation qui est sortie au Requin Marteau,
Ça s'appelle Une vingtaine. Donc c'est un recueil d'histoires courtes. En fait, ça correspond, ça s'appelle Une vingtaine parce que ça correspond à ma vingtaine à moi, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Et en fait, les requins marteaux m'avaient proposé de faire une sorte de compile de mes boulots. Et en fait, je l'ai vu plutôt comme une forme d'apprentissage ou d'évolution. Voilà. Donc en fait, c'est pas forcément si chronologique que ça, mais les premiers éléments montrent un peu les germes de ce qui va arriver en fait. Je le vois plutôt comme un tout, alors que ce sont vraiment des histoires éparses et pas forcément... Il y a des petits strips aussi. Tu te mets un peu en scène un peu ton alter ego, mais c'est un peu à la Geomat ou à la Crumb justement. Oui, bah, dans les années 90, il y avait donc Geomat, Chester Brown et Seth. C'était le trio de Toronto. Et ça a été des auteurs extrêmement marquants, comme... alors je parle pas de Julie Doucet parce qu'elle était à Montréal, mais Julie Doucet était aussi une influence capitale. Avec son fanzine Dirty Plot. Voilà. Je voulais parler de Debernick, c'est ton premier livre avec un petit peu un sujet un peu plus dramatique, on va dire, un peu plus mélancolique. Et puis une histoire longue. C'est un récit intimiste, plus allusif, il y a assez peu de dialogue. Ouais. Ça, beaucoup de non-dits, beaucoup d'ellipses. C'est en fait sur la rupture d'un couple, quoi. Mais sans arriver au point de rupture, c'est juste le moment de bascule. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Après, il peut se lire hyper vite. Il prend son temps, en fait, c'est à chacun. Bah, il y a beaucoup d'interprétations à voir, je pense. Et c'est vrai. L'ambiance cinématographique. Ouais, un petit peu, ouais. Et c'est vrai que, alors, pour en revenir à ce côté interprétatif, c'est vrai qu'il y a les retours que j'ai de lecteurs, souvent c'est tu mets à contribution le lecteur pour interpréter ce qu'on est en train de lire, parce qu'en fait on saisit pas tout, quoi. Et donc du coup ça demande vraiment une relecture. Et effectivement j'ai plutôt tendance à vouloir à ne pas dire les choses directement. Je préfère laisser beaucoup d'interprétation. Je crois avoir lu que tu retires des fois les textes. Ouais, en fait, généralement j'écris trop et après j'épure, je simplifie ce que j'ai écrit pour essayer d'avoir le moins de texte possible. Voilà. Fais confiance au lecteur. Ouais, après j'espère que ça marche. Et puis comme on évoquait tout à l'heure le rock, tu as aussi participé à plusieurs collectifs avec des planches sur des groupes de rock. Motorhead, les Ramones, les Dead Kennedys, c'est ta culture musicale? Pour les Ramones, c'est les Dead Kennedys, oui. Motorhead, beaucoup moins. En fait, Motorhead, c'est juste parce qu'on m'avait proposé de participer à un collectif qui se montait. Et moi, je dis, bah, je connais pas du tout Motorhead. Et ça a pris quand même pas mal de temps avant d'être mis en route. Et entre-temps, j'ai lu l'autobiographie de Lemmy, que j'ai adoré. Voilà. Et du coup, là, je me suis dit, ah, quand même, il y a quelque chose à faire avec Motorhead. Donc, je me suis quand même tapé plusieurs disques de Motorhead en me disant, non, mais c'est vraiment trop. Voilà. J'ai beaucoup de mal. À part Ace of Spades, et le reste est un peu plus difficile pour moi. Mais en tout cas, si j'ai un conseil de lecture à vous donner, c'est l'autobiographie de Motorhead de Lemmy, qui est vraiment très très drôle. Voilà, plein d'esprit. Et ce court récit qui était donc paru dans ce collectif Nous sommes Motorhead a donné lieu à un petit livre par la suite que tu as redessiné ou... Ouais, parce qu'en fait c'était une histoire de 8 pages, mais chaque strip contenait une histoire.
Donc en fait, il y avait 1000 pages, donc il y avait 32 mini-histoires, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais redessiner sur un petit format. Et je vais proposer ça à In My Bed. Les clients est là. Voilà. On a un représentant du label. Donc c'est un bel objet, c'est un tirage très limité, hein. Il y a 333 exemplaires je crois. Donc il y a une couverture sérigraphiée et puis donc le livret à l'intérieur. Donc In My Bed c'est un label rennais de musique qui sort des disques, vinyle Et des livres. et des livres, vinyle and paper. Et il y a d'autres dessinateurs qui participent à ce label. Il y a Prosperi Bury qui sort un disque juste là. Je sais pas parce que j'ai pas les pochettes. Voilà. J'ai les disques, mais pas les pochettes. Il y a Nine Antico aussi. Ça sort cette semaine. Philippe Dumez aussi qui a fait un livre mais plutôt avec des textes. Voilà. Et voilà, on parlait des collectifs, donc tu as aussi publié dans les revues de tes éditeurs, dans Ferraille, dans Lapin, dans Nicole. Donc je me disais qu'il y aurait peut-être une possibilité de faire un autre recueil, en fait, après une vingtaine, il y aurait pu avoir une trentaine, une quarantaine. Ouais, j'avais prévu le coup en plus. J'avais prévu de l'appeler 21, puisqu'on est entré en plus dans le 21e siècle. Ça aurait été pas mal. Mais bon, visiblement, ça intéresse personne. Il faudrait relancer maintenant l'idée. Une anthologie de récits courts et des récits abandonnés. Pour enchaîner justement, dans Mon Lapin, tu as fait quelques pages avec Rupert et Milo et Thilo Fer, dans lesquelles tu te mets en scène. C'était pas votre première collaboration? Non, en fait, c'est Rupert et Mulot qui ont proposé à différents dessinateurs de faire un combat de bras de fer qui est disponible sur Internet. Je ne sais plus comment le nom du site. Succursale.org. Ouais, voilà. Et en fait, ils tiraient au sort un certain nombre de dessinateurs qui voulaient participer. Je me suis retrouvé face à Thilo Fer à faire un combat de bras de fer en dessin. Et j'étais très impressionné parce que Thilo Fer, c'est quand même Un des fondateurs de l'association. un des fondateurs de l'association qui dessine très bien et qui a un fort caractère. Et ça a été une partie de plaisir quand même. C'était vraiment super bien, quoi, parce qu'on a appris à connaître notre dessin. Voilà, je me suis permis de le corriger, comme il s'est permis de me corriger aussi, ce qui était vachement bien. Et du coup, on s'est dit, ce serait quand même bien de poursuivre cette collaboration. Et donc en fait dans Mon Lapin, on a présenté les environ 16 pages d'un livre qui ne verra sans doute jamais le jour. Et tout ça pour arriver à un bon morceau quand même, c'est l'avancée des travaux. Donc, après toutes ces expériences collectives, tu as eu l'envie, le besoin de créer ton fanzine à toi. Ouais, parce qu'en fait, je sentais que le journal de Justin Marinette, c'était aussi comment dire, ça devait s'arrêter à un moment donné. Enfin, pour moi, c'était un peu une évidence à un moment donné d'arrêter, parce que ça demandait vachement de boulot, de regrouper tout le monde, de motiver les gens, voilà. Et j'ai eu besoin de faire juste mon petit fanzine, qui était très modeste, et je pense qu'il l'est toujours. Donc voilà le premier numéro de l'avancée des travaux. C'est juste un petit livret agrafé qu'il faut quand même découper pour pouvoir le feuilleter. Et puis petit à petit, j'ai fait j'ai poursuivi sur d'autres formats. Donc il y a des tout petits formats, des formats plus classiques et puis des trucs plus précieux, cousus à la main. Donc j'ai poursuivi ça, je vais en être à 24 numéros. Il y a très peu d'exemplaires. Ouais, il y a très peu d'exemplaires, le but c'est vraiment pas d'en faire un commerce.
Donc en gros c'est tiré à 50 exemplaires, j'en donne la moitié. Et puis le reste, ben, ceux que ça intéresse, ils me contactent. Et puis voilà. Oui. Justement, dans l'avancée des travaux, il y a des pages qui ont donné un livre ensuite à l'association en 2018. C'est Où. Je trouve ce livre assez étonnant, c'est fascinant parce que on sait où on est, c'est sur une île, et puis on sait en quelle année aussi, c'est en 537 218. Ouais, voilà. Donc Très loin. au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en science-fiction, mais c'est pas pour autant vraiment un récit de science-fiction. Non, c'est pas du tout. C'est un récit intimiste, mais aussi pas du tout ancré dans le réel. Alors après c'est un peu bizarre d'en parler comme ça parce que c'est aussi une douleur, c'est aussi quelque chose de très pénible et c'est du vécu et en même temps c'est aussi comment se débarrasser de problèmes quoi et de pouvoir aussi en parler d'une façon graphique, poétique, rigolote aussi, voilà. C'est un moyen de se débarrasser de choses sombres et surtout de se laisser guider par l'intuition. Et il y a un côté, je trouve, un peu exploration de l'inconscient, enfin bon, après c'est une interprétation bien personnelle, mais Ouais. en tout cas c'est très beau, c'est des épisodes qui étaient parus dans l'avancée des travaux, tu as remonté... Ouais, en fait, l'avancée des travaux me permet de publier des pages, parce que j'aime beaucoup avoir l'objet imprimé. Donc c'est aussi une façon de me motiver pour avancer, d'où le nom, l'avancée des travaux. Et au moment de faire le livre, les pages, elles ont été soit remaniées, soit remises dans un autre ordre, complétées, enlevées, voilà. Et oui, donc parallèlement, la même année, quoi, tu publies des escalopes. Donc, Un récit intimiste aussi. c'est vrai. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la collection Bellécu chez Les Requins Marteaux qui a changé d'éditeur depuis. Et Ouais. c'est au Montanvert, non? Ouais, c'est le Montanvert qui édite la collection. Ouais. Voilà. Une collection de bandes dessinées érotiques, voire pornographiques. Puis donc il y a un cahier des charges, donc forcément dans ta bande dessinée il y a quand même aussi des scènes un peu censurées pour les enfants. Oui, alors si jamais vous voyez un enfant feuilleter ce livre, vous lui arrachez les mains. Et donc c'est l'histoire de Michel, un prénom très welbeckien, C'est vrai. qui traîne sa misère sexuelle. Mais en fait, moi, mon idée, c'était, parce qu'en fait, sur le site des Requins Marteaux, ils présentent les premières pages. Et en fait, moi, mon but, c'était de faire en sorte que les premières pages de Clu arrivent très rapidement pour qu'elles soient présentes sur le site. Ça c'est fait. Ça, c'est fait, et après, c'est juste une déception sexuelle tout du long du bouquin. Et voilà, c'était mon but. En tout cas c'est très drôle, moi j'ai bien rigolé quand je l'ai lu. Et, Si vous ne connaissez pas la collection, je vous invite à lire. Il y a bon nombre de titres qui sont extrêmement drôles. et il s'est passé un truc dans le monde entier, tout s'est arrêté, quoi. Plus d'accès aux photocopieuses, plus d'accès... Ouais. Donc tu as proposé l'idée d'un fanzine en ligne collectif à nouveau. Ouais, parce qu'en fait, comme beaucoup, on s'est retrouvés à la maison et à pas trop savoir quoi faire. Et je voyais qu'il y avait pas mal d'éditeurs qui proposaient des PDF en ligne pour lire des bouquins, des bandes dessinées et tout. Et je trouvais ça assez frustrant de dire qu'on présentait des livres déjà existants. Et qu'en fait, on avait peut-être juste besoin d'avoir des auteurs,
Voilà, et donc du coup j'ai dû contacter une quinzaine d'auteurs avec qui j'étais en contact à ce moment-là, et je leur ai proposé de faire un fanzine qui s'appelle Déconfetti, et de faire une version consultable sur écran et une version imprimable. Donc un PDF à télécharger avec, voilà, avec les moyens du bord. Chacun peut l'imprimer et l'agrafer et le lire dans son lit tranquille. Et cette aventure se poursuit encore. Il y a 62 numéros. Il y a 62 numéros à ce jour. Pour l'instant, alors c'est beaucoup moins régulier qu'avant parce que c'était quand même prévu pour être un hebdomadaire. Mais ça continue, sachant que moi j'y participe pas forcément. Je suis épaulé maintenant par un ami rennais qui fait la maquette, alors qu'avant je gérais tout et c'était un peu accaparant. Et donc voilà, je sais qu'il y a certains auteurs qui continuent et qui notamment ont repris la bande dessinée qu'il avait complètement abandonnée. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et je pense à Big Ben notamment qui publie tout un truc sur sa ville du Pradet dans le Var et comment il s'implique politiquement dans sa ville. Et c'est un récit que je vous invite à lire, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Bon, il y a d'autres trucs, hein, mais Ouais, toi, t'as repris Un chien dangereux. ouais, j'ai fait Nilso qui a repris Jérôme d'Alfagraphe. Ouais, en partie. Voilà. Donc voilà, l'aventure continue. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Je me dis, bon, il y a un moment, peut-être va peut-être falloir finir aussi, mais voilà. En tout cas, il y a un site internet, donc déconfetti. Point bise, Ouais. un truc comme ça. Donc si vous ne connaissez pas, il y a plein de lectures en perspective. Et donc on arrive après à ce beau livre rouge et or, prépublié aussi dans l'avancée des travaux. Enfin, il y a eu un ou deux chapitres. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'à l'origine, c'était pas censé être un livre, c'est une amie programmatrice du festival Images de Justice à Rennes, qui est un festival documentaire autour de la justice, et qui a demandé à différents artistes, dont des vidéastes, des graveurs. Elle m'a demandé de travailler sur le thème de la justice, et moi je voulais travailler ça en bande dessinée. Et je ne savais pas trop comment faire, mais j'ai tout de suite eu en tête les animaux malades de la peste, qui me semblaient on ne peut plus judicieux de le faire comme ça. Et du coup, ça m'a permis de travailler l'adaptation d'une fable, alors dans un contexte contemporain, en parlant vraiment de l'injustice aujourd'hui. Et donc du coup, comme j'ai quand même été assez surpris et intéressé par ce travail-là, je me suis dit, bah, je vais peut-être essayer d'en faire une deuxième, voir ce que ça donne. Et puis si ça marche, peut-être que je vais en faire un livre. Donc au bout d'un moment, bah, j'ai sélectionné d'autres fables, j'en ai fait 6, en essayant de parler d'écologie, d'injustice, des problèmes de La montée du FN. la montée du FN, enfin tous ces problèmes que l'on connaît actuellement. Mais il y a une fable de Sébastien Lumineux, c'est là. Ouais, il y a un prologue qui n'est pas écrit par La Fontaine mais par moi, qui est un récit autobiographique qui s'appelle La Châtaigne. Et en fait, j'ai fait cette introduction parce que ça parle de l'école, c'est un souvenir d'école. Et La Fontaine, c'est. On connaît La Fontaine par l'école, principalement. Donc je trouvais ça intéressant de lier ça vraiment au milieu scolaire. Et moi, mon interrogation, c'était aussi de me demander comment La Fontaine était enseignée, comment on me l'a enseignée. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on m'ait
qu'on m'ait proposé de réfléchir aux politiques, aux philosophiques que peut contenir les fables. En fait, j'ai plus l'impression que c'était, on présentait ça comme voilà les injustices à l'époque. Et il me semble qu'en fait, elles sont toujours là, quoi. Ouais, c'est intemporel. Ouais. Les problèmes sont toujours les mêmes. Puis on présente à l'école un peu comme un moraliste aussi. Voilà, c'est ça. Une difficulté aussi, c'était parce que il y a certaines fables que que j'aimerais bien adapter, mais que j'ai pas osé adapter parce qu'en fait, on peut très bien retourner le sens et se dire bon bah voilà, je peux très bien faire un discours d'extrême droite avec cette fable-là. Donc c'est vraiment une histoire d'interprétation aussi par moment. Et le but n'est pas de divulguer des idées fascistes, bien au contraire. Mais voilà, en fait, ça je m'en mêle. Disons que il y a matière à réflexion, à réfléchir encore aujourd'hui autour des fables, et notamment au milieu scolaire, et ne pas prendre ça juste simplement comme un truc à réciter. Avec le dessin, tu les pousses un petit peu aussi, un peu plus loin que. Enfin, il y a une interprétation qui va assez loin, quoi. Je pense à L'homme et la couleuvre, par exemple. Là, tu pousses dans le réquisitoire contre l'homme. Parce qu'en fait, c'est montrer comment l'homme se sert de la nature et l'exploite jusqu'à la faire mourir. Donc voilà, c'est une forme d'injustice aussi. La Fontaine en parle vraiment comme une injustice, point barre. Mais là, dans le contexte actuel, dans la crise environnementale qu'on connaît, c'est essentiel de montrer ça et de se dire mais on va vraiment vers l'abîme, quoi. Les animaux malades de la peste aussi, ça avait beaucoup de résonance, je trouve, après le Covid. Ouais, et pourtant je l'ai fait avant le Covid. Ouais. Mais oui, effectivement. Donc il y aurait matière en fait à faire un tome 2. J'avoue que j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien en faire un deuxième, mais essayer de vraiment pousser encore plus loin l'interprétation et notamment, je suis quand même un peu frustré par cette fable qui peut être perçue comme d'extrême droite. J'aimerais beaucoup la faire pour arriver à montrer le côté absurde des idées fascistes, quoi. Mais du coup, il faut que je fasse vraiment super gaffe dans ma façon de faire, quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir en faire un second et pousser encore un peu plus loin l'interprétation. Il y a des petites citations avant chaque chapitre aussi qui sont bien trouvées, qui collent bien à chaque fois. C'est notamment un auteur briochin, Louis Guillou. Le fameux. Comment tu as choisi en fait parce que ça va de Albert Cossery à Joe Star, en passant par Brassens. En fait, je voulais qu'il y ait ce petit épigraphe au début de chaque fable pour pouvoir guider aussi la lecture. Parce que j'ai conscience que parfois certaines fables sont assez difficiles à lire, notamment parce que le texte, le phrasé du 17e, parfois c'est quand même un peu balèze, et qu'en plus j'ajoute une interprétation par-dessus. Donc ça peut être, c'est comme une double lecture qui peut être un peu contraignante. Donc je me disais que ça pouvait être une façon d'introduire chacune des fables. Et c'est vrai que j'ai cité Louis Guillou, notamment parce que j'ai découvert Louis Guillou en arrivant à Saint-Brieuc. Et ça a été quand même une sacrée claque. Et donc c'était une façon aussi d'inscrire ce livre-là à un lieu. C'est un truc assez personnel, mais voilà. Et toutes ces questions sociétales qui traversent le livre, c'est des choses qui te travaillent pas mal aussi. Je crois que tu as un projet d'une bande dessinée. C'est un gros éditeur, tu m'en avais parlé. Mais... Ouais, le titre va changer, mais c'est un titre provisoire, ça s'appelle La Guerre. Donc voilà, c'est tout un programme.
Et donc, ouais, c'est essayer de parler du contexte aujourd'hui dans lequel on vit, c'est-à-dire les inégalités croissantes, la montée de l'extrême droite. Je me répète, mais c'est vraiment des choses qui m'effraient, les problèmes écologiques, et on a l'impression qu'on va vraiment vers un désastre imminent, mais on y va. Voilà. Et donc voilà, effectivement ça m'obsède un peu, et du coup, ben voilà, j'essaie d'en parler aussi à ma manière, à ma façon, qui logiquement sera en couleur, donc, chez un gros éditeur, chez Dupuis, donc, qui aura une forme assez plus conventionnelle que les ouvrages présentés ce soir. Ok. Et il y a une petite chose qui vient de sortir là, dont on n'a pas encore parlé, c'est un nouveau fanzine, Rock. Ouais, alors voilà, ben, c'est la sortie officielle aujourd'hui. Donc il y a des auteurs qui sont là parmi nous. C'est un fanzine initié par Kylian, ici présent, voilà, qui voulait faire un fanzine. Et donc du coup, ben, on s'est dit qu'on allait en faire un. Donc il y a plusieurs collaborations. Il y en a. Je crois que pour certains, c'est leur première publication, donc voilà, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux dire? Alors ça tourne, la thématique de base, c'était parler de Saint-Brieuc ou des alentours. Bon, tout le monde n'a pas forcément respecté cette thématique, mais c'est pas grave, grosso modo, c'est ça, voilà. Il est disponible pour 5 € seulement, dès ce soir. Peut-être que vous avez quelques questions à poser à Sébastien. On a fait un peu le tour de sa production, mais bon, il y a encore plein de choses, mais c'est dur d'être exhaustif. Mais... Ça m'était, mais c'est tout. Bon, ben on va boire un coup alors. Ouais, ça marche, j'ai soif. On va regarder un petit peu les livres que vous avez dessinés, écrits. Merci Sébastien. Merci à vous, merci